Bonjour, bienvenue à vous. Ça y est, il est 13 heures. Je suis heureuse de vous accueillir pour ce webinaire consacré au textile et à leurs impacts sur l'environnement et sur notre santé. Alors, c'est un sujet qui est encore assez peu traité, même si peut-être certains d'entre vous ont vu récemment des reportages justement sur le poids du textile sur l'environnement et sur notre santé, puis aussi celle des travailleurs. C'est les premiers qui sont exposés aux multiples traitements chimiques que subissent les textiles. Donc, je suis Gaëlle Violet, je suis responsable de projet prévention promotion santé à la Mutualité française Pays de la Loire. Et donc, nous avons le plaisir de proposer ce webinaire à l'ensemble des adhérents mutualistes et plus largement les citoyens et puis les professionnels aussi avec lesquels nous sommes en contact. Alors, pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Perrin. Donc, Philippe, je vous laisserai vous présenter plus en avant. En tout cas, vous êtes membre de l'association WECF, qui signifie Women Engaged for a Common Future, donc qui est très engagée sur ces sujets-là. Et vous pourrez retrouver sur leur site le très bon dossier qu'ils ont justement consacré au textile. Philippe a accepté de remplacer au pied levé Elisabeth Rufinengo qui était prévue sur le webinaire. Donc, encore merci Philippe d'avoir accepté de faire cette présentation pour maintenir ce rendez-vous-là. Avant de laisser la parole à Philippe, qui rentrera dans le cœur du sujet, quelques détails techniques sur le déroulement de ce webinaire. Donc, Philippe interviendra pendant environ une demi-heure. Vous pourrez poser vos questions à la fin de son intervention. Je vous invite à utiliser l'outil questions-réponses qui est en bas et pas le chat, parce que sinon je vais m'y perdre. Vous pouvez discuter entre vous à travers le chat, mais pour les questions-réponses, plutôt l'anglais questions-réponses. Voilà, et puis avant ça, je voulais vous interroger quelques petites questions pour faire connaissance. Je vais lancer le sondage et vous aurez quelques secondes pour y répondre. Il y a 3 questions. La première concerne votre rapport à vous, à la mode, parce qu'on a tous un rapport un peu différent. On a aussi des connaissances qui sont différentes sur le sujet et c'est important de les prendre en compte. Alors, je lance le sondage. Vous avez à peu près 30 secondes pour répondre et je partagerai les réponses avec vous. Alors, je ne vois pas de réponse affichée. J'espère que... Sur réponse possible, il faut peut-être préciser aussi. Hein. Oui, il y a plusieurs réponses possibles, tout à fait. Alors, par contre, je ne vois aucune réponse. Donc, ça se trouve, ça ne fonctionne pas. Ah si, voilà, j'ai quelques réponses. OK. En fait, toutes les réponses s'affichent, toutes les questions s'affichent en même temps. C'est pour ça que c'est un petit peu long. Je vois que vous continuez à répondre. Allez, je clôture, ça fait 1 minute, je clôture le sondage et je le partage avec vous. Alors, à la première question, pour vous, la mode, c'est quoi? Alors, c'est beau et créatif. Vous êtes quand même majoritaire à avoir répondu ça. C'est vendre beaucoup pour porter peu. Philippe, peut-être que vous allez nous en dire 2 mots là-dessus. Et vous avez plaisir à trouver de nouvelles pièces. Les nouvelles pièces, là, voilà, on va avoir la collection de l'été qui va sortir. Et vous êtes assez peu à avoir indiqué que c'est un accélérateur de changement. En préparant le webinaire, là, j'ai regardé. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, le port du pantalon, pour les femmes, il s'est généralisé seulement dans les années 60. Donc, c'est avant tout des femmes très déterminées, très courageuses qui ont permis le port du pantalon. C'est aussi
l'avenue du sport, qui a facilité le port du pantalon par les femmes. Mais Courrèges et Yves Saint Laurent ont beaucoup aidé à faire en sorte que le pantalon devienne voilà, un objet justement beau, créatif et soit plus accepté chez les femmes. Alors, selon vous, un jean depuis la récolte du coton jusqu'à sa mise en rayon, 1,5 fois le tour du monde, c'est-à-dire plus de 60 000 km. Vous êtes majoritaire à avoir répondu ça. Et effectivement, on ne se rend pas forcément compte, mais avec la division aussi des lieux de récolte du coton et de fabrication, et puis évidemment de consommation, les textiles parcourent énormément de kilomètres. Et la dernière question que je vais vous poser, selon vous, la consommation de vêtements en 15 ans a augmenté de 25, 50-75%. Vous avez majoritairement répondu 75%. En réalité, c'est 100% puisque ça a doublé en 15 ans avec des impacts évidemment importants. Donc, quelles que soient nos pratiques à nous, notre positionnement vis-à-vis de la mode, on voit bien que c'est un phénomène sociétal et que ce n'est pas par hasard que ça arrive. Voilà. Et merci d'avoir contribué à ce petit quiz de mise en route. Du coup, Philippe, je vous laisse la parole. Bien, merci. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci pour l'organisation de cette webconf. Merci à la Mutualité française Pays de la Loire de soutenir toujours les formations et les informations sur le sujet de la santé environnementale. Et puis, j'en profite pour remercier WCF, effectivement, qui m'a fait confiance pour cette intervention aussi. Alors, l'intervention faite sous forme de sondage était assez parlante. On voit des chiffres assez conséquents sur la consommation, sur les impacts environnementaux des textiles. Alors, je vais y revenir bien évidemment. Juste pour me présenter, donc je m'appelle Philippe Perrin, je suis infirmier, je suis aussi éco-conseiller, conseiller en environnement. Et je me définis aujourd'hui comme un éco-infirmier, un infirmier spécialisé sur la formation autour de ces liens environnement et santé. Et depuis une dizaine d'années maintenant, je suis directeur d'un institut de formation en santé environnementale qui dispense une grosse formation sur ces thématiques. On parle de textile ici, mais on pourrait parler d'air, de bruit, de rayonnement, de déchets, d'alimentation, d'eau. C'est un sujet très, très vaste, le sujet qu'on appelle santé environnementale. Et le thème des textiles n'est pas un sujet que j'aborde habituellement dans le cadre de conférences. Alors, je vous ai préparé quelque chose pour répondre un petit peu à cette demande. Alors, je dois préciser aussi, en accord avec Gaëlle, hein, voilà, le diaporama que je vous présente sera remis à votre disposition aussi, en tout cas sous format, déjà, vous pourrez le télécharger, peut-être plus, peut-être, je ne sais pas, en termes de replay, on verra. Par contre, vous pourrez récupérer mon diaporama sur mon site internet qui s'appelle ecoinfirmier.com. Et en bas du site, vous avez une rubrique diaporama. Vous cliquez sur la rubrique diaporama. Vous recherchez le diaporama de la formation, de la conférence du 1er juin 2021 et vous obtiendrez ce diaporama. Il y a juste un code d'accès qui vous sera demandé. Ce sera le code 8731. Ce diaporama n'est pas encore en ligne. Il le sera, je pense, dans la soirée, voire demain tout au plus. Donc voilà, vous pourrez retrouver l'essentiel des données. Oui, pardon, Yael, non. Non, je vous remercie pardon, de cette mise à disposition, c'est super. D'accord. Je dois vous préciser aussi, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je n'ai pas de gamme de cosmétiques particulière à vous vendre, ni de gamme de textiles en tout genre, ni de quoi que ce soit, de probiotiques ou autre. Important d'être dégagé de tout conflit d'intérêt sur ces sujets. Alors, pour parler des textiles, on va prendre déjà un peu de recul avant d'arriver à des solutions très concrètes, voir un petit peu le cycle de vie d'un textile, qui commence généralement par une culture, au départ en tout cas, qui était une culture agricole, la production notamment de coton. Alors bien sûr, on peut utiliser le coton, le lin, toute une série de céréales, de variétés de végétaux. On peut utiliser aussi le chanvre, on peut utiliser toute une série de textiles. Le coton reste une des productions les plus importantes pour la production de textiles, même si, on va le voir, la culture de coton, enfin l'usage du coton dans les textiles a été petit à petit supplanté par les textiles d'origine pétrochimique, d'origine pétrolière. Le coton, qui représente une petite surface
agricoles sur la planète, à peu près 2,5% des surfaces cultivées, mais qui représente une très grosse part des pesticides utilisés sous forme d'insecticides contre les insectes. 25% des pesticides de type insecticide utilisés sur la planète le sont pour la culture de coton et 10% des herbicides. Il faut savoir d'ailleurs que l'essentiel du coton produit sur la planète est aujourd'hui génétiquement modifié. Et ce coton, on le trouve pas seulement dans les textiles, on le trouve dans de très très nombreux objets, même dans les billets de banque par exemple. On a aussi du coton dans les billets de banque, et nos billets de banque européens contiennent néanmoins du coton génétiquement modifié. Méfiez-vous des billets de banque, ça peut être dangereux. Voilà. Donc le coton, on voit rien qu'à travers cette idée de l'impact sur les ressources en eau et ici sur les sols, sur l'usage des pesticides, on peut déjà présumer d'un très lourd impact de la culture de coton sur les sols, sur l'eau et sur les populations, bien sûr, qui vivent à proximité de ces zones d'agriculture et des agriculteurs eux-mêmes. On a bien sûr aussi des textiles qui viennent d'animaux. On peut parler bien sûr de la laine du mouton, notamment, mais on peut aussi parler aussi de produits indirects, comme le cuir, par exemple, qui peut être utilisé, qui va être beaucoup utilisé aussi dans le domaine du textile. Alors, ces différentes productions nécessitent une séparation des fibres avant une transformation. Et puis, on peut bien sûr utiliser, on le disait, des matières synthétiques dont la consommation dans la production a littéralement explosé dans les 30 dernières années. On a multiplié par 3 les chiffres. Vous voyez qu'on produit aujourd'hui à peu près 75 000 tonnes de textiles synthétiques. C'est tout à fait considérable. Et cette production de matières synthétiques nécessite ensuite d'être synthétisée sous forme de fibres avant d'être filée. Bon, là, on n'a fait qu'un début de la chaîne, parce que là, c'est toute une série d'étapes déjà. Et puis, en plus, il y a bien sûr ensuite le tissage, l'ennoblissement. On va rajouter toutes sortes de composés, la confection, la distribution, l'entretien par le particulier, la fin de vie, qui peut se terminer bien sûr par des déchets, mais qui peut aussi repartir sous forme de dons, de réutilisation vers une nouvelle utilisation, voire du recyclage, et repartir éventuellement pour de la filature. Donc, on a un cycle de vie assez complexe qu'il est intéressant d'observer parce qu'on parle de l'impact de nos textiles sur la production, on parlait de la production agricole, par exemple, mais aussi on peut parler de l'impact de nos textiles sur, par exemple, l'entretien, notamment le nettoyage de nos textiles, qui a aussi un impact sur l'environnement. Mais chacune de ces étapes a plus ou moins un impact. Quand on regarde les différents types d'impact, l'utilisation de produits chimiques, notamment de type pesticides, bien sûr, mais aussi des solvants. On utilise beaucoup de solvants, de produits particulièrement dangereux pour l'environnement et la santé, souvent dans les textiles. Les enjeux sociaux, on sait très bien à quel point, effectivement, ce sont des petites mains très mal payées et dans des conditions de travail absolument épouvantables qui fabriquent la plupart de nos textiles aujourd'hui. Les transports, très nombreux, on l'évoquait dans le sondage, puisque nos textiles font un très grand nombre de milliers de kilomètres. La production de déchets, la consommation d'énergie, du coup les émissions de CO2 aussi, avec les problèmes de changement climatique qui sont en cours aujourd'hui, et puis l'eau, la consommation, mais aussi la pollution de ces eaux, et puis enfin des enjeux sanitaires. Tous ces enjeux, on peut les retrouver plus ou moins marqués selon les différentes étapes de transformation d'usage ou de dégradation de ces composés. Par exemple, l'agriculture, effectivement, comme l'élevage, va avoir un lourd impact sur la plupart de ces filières. Donc, c'est à tous les points de la chaîne que les textiles ont un impact. Et bien sûr, les transports sont absolument partout, puisqu'on a beaucoup de produits qui sont assemblés dans certains pays, qui viennent de différents pays, qui ont éventuellement été tissés dans d'autres pays, puis qui ont pu être produits sur un plan agricole dans d'autres pays. Enfin, c'est une véritable mondialisation. Le secteur du textile, c'est le secteur mondialisé par excellence. Ça représente, le secteur du textile, 4% de l'eau potable disponible dans le monde utilisée pour la production des vêtements. Ce sont des chiffres qui sont tout à fait considérables, évidemment. Ça peut paraître peu, 4%, mais il faut ramener ça à la quantité d'eau consommée sur la planète. Et puis, il faut ramener ça au fait que l'ensemble de nos secteurs d'activité aujourd'hui génèrent de la consommation d'eau. Donc, c'est un point très, très important, une part très importante de la consommation d'eau potable. C'est un des secteurs les plus consommateurs d'eau, après la culture notamment de riz, par exemple. Ça représente 20% de la pollution par les eaux industrielles. Donc, c'est assez dramatique dans les pays où on utilise, où on teint, où on va traiter ces différents textiles, puisque cette pollution industrielle se retrouve dans des cours d'eau,
sans traitement la plupart du temps, parce qu'on est dans des pays non seulement à bas coût de main-d'œuvre, mais aussi des pays qui n'ont pas de réglementation très contraignante pour les industriels sur les rejets solides ou liquides, par exemple. Donc, c'est des impacts très conséquents, malheureusement, pour la santé des populations riveraines, autant que pour les personnes qui manipulent ce genre de choses. 1% de la consommation de pétrole sert à fabriquer des fibres synthétiques. Là aussi, ça peut paraître peu, mais rapporté au secteur qui utilise du pétrole, tous les secteurs d'activité aujourd'hui dans notre monde consomment du pétrole. Donc un secteur à lui seul qui en consomme 1%, ça paraît peu, c'est tout à fait considérable. Et puis il y a la consommation d'eau que j'évoquais juste avant, il faut à peu près 9000 litres pour fabriquer un jean, quelques centaines de baignoires, quelques centaines de douches plutôt, quelques dizaines de baignoires, 2000 litres pour fabriquer un t-shirt, ce sont des chiffres qui sont là encore assez conséquents, qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on appelle de l'eau virtuelle, de l'eau qui a été consommée pour la production agricole, pour la fabrication des textiles, etc., mais en amont de la chaîne qu'on ne voit bien évidemment pas quand on achète des produits. Et puis, les vêtements dans le monde, c'est un commerce très florissant. Regardez, ça, c'est le nombre de vêtements vendus par année dans le monde. Alors, évidemment, ça fait beaucoup de zéros. Donc, 1000, millions, milliards, 100 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde. 100 milliards de vêtements, ce sont des chiffres qui sont considérables. Et ça représente un très gros secteur d'émissions du CO2. Là encore, le pourcentage peut paraître faible, sachant que ce sont la quasi-totalité des secteurs d'activité humaine qui génèrent du CO2. Un secteur qui, à lui seul, génère 2% des émissions, c'est un secteur qui est un très gros émetteur. Alors, on parle beaucoup de la fast fashion, donc la mode jetable en quelque sorte. La mode jetable, c'est cette mode, vous savez, qui renouvelle les gammes plusieurs fois par an, voire même plusieurs fois par saison. L'idée, c'est vraiment, on consomme, on porte et on jette. C'est à peu près ça, c'est presque comme on connaît le fast food, il y a la fast fashion. L'idée, c'est de renouveler le plus rapidement possible les textiles pour favoriser effectivement le commerce et bien sûr la richesse de certains secteurs. En moyenne, depuis une quinzaine d'années, on considère qu'une personne a acheté 60% de vêtements en plus. Donc en 15 ans, on augmente de 60% nos achats de vêtements. La conservation, la durée de conservation de ces textiles est maintenant moitié moins longue qu'est-ce qu'elle était 15 ans plus tôt. La durée d'utilisation de la moitié des habits est inférieure à 1 an, c'est-à-dire que la moitié de ces habits ne vont pas être utilisés plus d'1 an. Et puis, on a en moyenne 10 usages avant de s'en débarrasser. On porte 10 fois un textile en moyenne avant de s'en débarrasser. Les chiffres questionnent énormément pour des personnes qui ne sont pas dans cette fast fashion. Ça fait un peu étrange de s'imaginer qu'un textile va être utilisé 10 fois avant d'être jeté ou donné selon les circonstances. Ça, on est vraiment dans un monde qui, autour de cette mode, permet d'expliquer aussi des chiffres vertigineux de la consommation, de l'impact des textiles sur notre environnement et sur notre santé. Alors, quand on parle de santé, il faut bien sûr regarder ce que contiennent nos textiles et ils contiennent malheureusement un grand nombre de substances, enfin ils peuvent contenir un grand nombre de substances chimiques. Je vais reparler de quelques-unes d'entre elles. Simplement, là-dedans, on a des composés qui sont des composés cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, des perturbateurs endocriniens, des agents irritants, des agents allergènes, des neurotoxiques. Enfin, on a vraiment tout un échantillon de composés chimiques avec des effets très divers sur la santé. Beaucoup d'entre eux sont particulièrement préoccupants. Et l'industrie textile est une industrie qui est encore, par exemple, au niveau européen, relativement mal encadrée par la réglementation. On a plusieurs réglementations qui vont concerner les textiles. La réglementation sur les biocides, par exemple, qui s'occupe aux produits qu'on va mettre dans les textiles anti-odeur, par exemple. Et puis, chaque spécificité des textiles ramène à une réglementation particulière. Donc, on a une très grande dispersion de la réglementation sur les textiles, ce qui fait qu'on a encore un secteur qui est assez flou, j'allais dire, pour le consommateur, qui a peu de choix, malheureusement, en tout cas, qui dispose de peu d'informations lors des achats. Et il est important qu'une organisation de la réglementation s'opère au niveau européen. Ça commence à prendre forme puisque l'Europe a décidé depuis plusieurs années, depuis quelques années, même assez récemment, d'encadrer un peu mieux l'usage de certains types de ces composés chimiques dans les textiles. Donc, on a un problème de dispersion de la réglementation. Néanmoins, les choses semblent avancer, du moins en Europe. Et on voit, par exemple, que si 1900 substances chimiques sont utilisées dans l'industrie textile, 1750 ne sont pas classifiées en termes de dangerosité
c'est vertigineux sur les incertitudes de ces composés qui sont pourtant extrêmement présents dans notre quotidien, puisqu'on les porte pour la plupart d'entre nous sur la peau ou à proximité immédiate de la peau. Sans compter quels sont les effets des interactions de ces substances les unes avec les autres, par exemple, les effets dits cocktails. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, notre ANSES, notre agence nationale, en avril 2018, s'était penchée sur le sujet en parlant de l'évaluation des substances sensibilisantes et allergènes cutanées, des substances chimiques dans les textiles et des articles de textiles. Voilà ce que recommandaient donc les pouvoirs publics français en 2018. Vis-à-vis des responsables de la commercialisation de chaussures et d'habillement, ils préconisaient de s'assurer auprès de leurs fournisseurs de l'absence de substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, ou sensibilisantes ou irritantes cutanées dans les textiles, dans les articles. Et puis pour le consommateur, l'ANSES recommande de sensibiliser le consommateur à l'importance de laver avant de le porter pour la première fois tout vêtement susceptible d'entrer en contact avec la peau en suivant les recommandations de lavage préconisées par le fabricant. Ça, c'est des recommandations qui étaient émises par le monde associatif, par WCF notamment depuis de nombreuses années, et qui est aujourd'hui validées par les pouvoirs publics. Poser au contact de sa peau un textile sans l'avoir préalablement nettoyé constitue un certain niveau d'imprégnation par des composés chimiques. Et puis, on a des textiles dits intelligents. Alors, les textiles intelligents, et oui, ça peut paraître un peu étrange ce que je vais vous dire, mais oui, croyez-moi. Vous avez par exemple un slip sur lequel, ici, vous avez la publicité suivante. Vous recevez le slip, il ne sent rien. Vous enfilez le slip, il ne sent toujours rien. Vous commencez à marcher, vous sentez bon du slip. Ça peut paraître un peu délirant. C'est une publicité. Regardez, vous pouvez la trouver, peu importe la marque, mais en tout cas, assez délirant d'imaginer que nos slips doivent sentir bon, mais que nos t-shirts, que l'ensemble de nos produits textiles doivent sentir bon. On est dans la mode des odeurs. Et la question est de savoir qu'est-ce qui permet à ce slip ici de sentir bon, ou à ce t-shirt, ou à cette chaussette, que sais-je, etc. Eh bien, on va souvent encapsuler dans ces textiles des produits, des parfums, par exemple, qui peuvent être pour beaucoup des produits allergènes, irritants, éventuellement cutanés, qui vont être libérés lors de la friction, lorsqu'ici le slip ou le textile va être soumis à des contraintes de déplacement. Ces nanocapsules, ces capsules vont se libérer, vont s'ouvrir plutôt et libérer leur parfum. Alors bien évidemment, ça a une efficacité limitée dans le temps. Après quelques lavages, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de côté agréable. Des paires de chaussettes ici qui contiennent des gels hydratants, par exemple, avec des gels botaniques. Un gel botanique, je ne vois pas ce qu'est un gel botanique. Et puis, il parle ensuite d'huile minérale comme l'huile de jojoba, l'huile de pépins de raisin, qui ne sont pas vraiment des huiles minérales. En plus, c'est toujours... la traduction est souvent hasardeuse, comme est souvent aussi, malheureusement, les connaissances qu'on a sur les qualités des produits utilisés pour ce genre de choses. Et puis, on a des textiles qui, c'est souvent un choix que font de plus en plus de consommateurs, résistants au feu, traités anti-acariens, antibactériens, anti-odeurs. C'est quand même assez surprenant ici d'imaginer une couette fraîcheur garantie. Vous imaginez, il fait frais sous la couette. Alors, la fraîcheur est bien sûr ici rapportée à cette absence d'agents qu'on pourrait considérer comme potentiellement dangereux pour la santé, des acariens, des bactéries, etc. Bon, pas de panique sur le sujet. Si on en est à remplacer des acariens par une pollution chimique, il n'est pas sûr du tout que le jeu envaille la chandelle. Et au long cours, il est probablement préférable d'adopter des techniques pour se débarrasser des acariens sans recourir à des substances chimiques. Et on trouve beaucoup dans les textiles, alors ici dans des couettes, mais ça peut être dans des textiles aussi qu'on applique sur la peau, toute une série de traitements anti-feu, anti-acariens, antibactériens. Voici quelques-uns des composés chimiques qu'on peut trouver là-dedans. La plupart de ces composés sont par exemple des perturbateurs endocriniens ou soupçonnent l'être, donc des composés qui peuvent interférer sur des mécanismes très complexes dont on pense que les perturbations peuvent favoriser des cancers hormonodépendants, des problèmes malformatifs, des troubles du comportement, des pathologies neurologiques, etc. C'est très inquiétant de s'imaginer que dans des textiles, on distribue des composés qui sont si mal évalués et qui, pour certains d'entre eux, sont déjà suffisamment évalués, j'allais dire, pour être considérés comme dangereux et à éviter. Une autre publicité ici dans laquelle vous trouvez la mention de présence de nanotechnologie. Vous avez ici des ions argent. Alors l'argent est un produit bactéricide très puissant, très efficace,
Et ici, on parle de nanotechnologie, c'est-à-dire qu'on va transformer cet argent en très très fines particules. On est dans ce qu'on appelle le nanomonde. Le nanomonde, c'est le monde de composés inférieurs à 100 nanomètres. Un nanomètre, pour donner un ordre de grandeur, c'est 1 milliardième de mètre. Donc on est sur de l'infiniment petit. Vous connaissez le micromètre, le micro-ordinateur, c'est le millionième de mètre. Ben, le milliardième de mètre, c'est le nanomètre. Donc on est sur des quantités de produits qui sont surtout sous forme extrêmement pulvérulente, qui vont imprégner les textiles et qui vont donner, puisque ce sont des agents antibactériens, une limitation du développement des bactéries. Et quand on limite le développement des bactéries dans un textile, on limite les odeurs consécutives à la dégradation de la transpiration, par exemple, sous l'effet de ces bactéries. Et bien, ce nano-argent, par exemple, est pourtant considéré comme un des polluants les plus préoccupants dans l'environnement. On utilise de plus en plus ce nano-argent dans les textiles. Et donc, on a une augmentation des rejets qui inquiète beaucoup certains spécialistes. On pourrait favoriser l'apparition de résistance par des bactéries, notamment dans le milieu naturel, à ces agents antibactériens. Ça pourrait être extrêmement difficile ensuite de se débarrasser des bactéries devenues résistantes aux agents antibactériens de ce type. Un spécialiste ici de l'ancêtre d'ANSES que j'évoquais tout à l'heure précisait que pour des chaussettes anti-odeur aux nanoparticules d'argent, l'exposition cutanée pour l'homme est non négligeable. Ben, on ne sait pas quelles sont pour la peau, pour l'individu, les conséquences de l'exposition à ces agents au travers de la peau, puisqu'on est sur des composés nanométriques, donc extrêmement petits, qui pourraient favoriser, de par leur taille, la pénétration sur la plupart des barrières physiologiques de l'organisme. Et puis une dispersion importante est attendue dans l'environnement. Si 10% de la population portait ces chaussettes, 18 tonnes d'argent se retrouvaient dans les eaux superficielles, risquant d'altérer les écosystèmes, voire le fonctionnement des stations d'épuration. Sans compter que ce nano-argent, se retrouvant dans le milieu naturel, pourrait se concentrer dans le milieu naturel, revenir jusqu'aux poissons, quand on finirait par manger. On finira tôt ou tard par manger notre sous-vêtement aux ions argent. Sympathique comme tout. Et puis, bien sûr, quand on achète ce genre de choses, nous ne sommes pas franchement informés. On n'a pas forcément les moyens de choisir un composé qui contient ou qui ne contient pas ce genre de choses. Bien évidemment, il faut se méfier des mentions en traiter ceci, traiter cela. C'est déjà une des premières recommandations qu'on peut émettre autour de ces différents traitements. Une fédération belge ici des fabricants de textiles faisait un communiqué de presse il y a quelques temps pour dénoncer ce genre de choses et pour dire dans le monde du textile, il est généralement connu que ce textile traité a complètement perdu toutes les particules d'argent après seulement 2 ans et que 60% est libéré après 10 lavages. Ça, on parlait ici de masques contenant des composés dérivés effectivement d'ions nanométriques, d'éléments nanométriques, et dont on sait que c'est textile. En fait, ce sont les industriels de la mode, hein, carrément, du textile belge qui disaient, oui, on sait très bien qu'après une dizaine de lavages, on a libéré les 2/3 de ces composés. Tout ça est bien sûr parti dans les égouts, puis dans les stations d'épuration. On va reparler ensuite des conséquences. On a aussi les textiles infroissables. Très pratique, les textiles infroissables. Et si on en reste là, on se dit ça peut être sympathique, mais quand on regarde un peu plus près, souvent ces textiles sont traités par des composés comme le formaldéhyde, qui est non seulement un irritant et un allergène, mais aussi, dans certaines circonstances, un cancérigène. Et depuis d'ailleurs novembre 2020, en France, sous la pression d'associations, notamment WCF par exemple, qui fait régulièrement des plaidoyers sur cette thématique, on a réduit la concentration de formaldéhyde dans les produits pour bébés et dans l'Union européenne sur l'ensemble des textiles. Donc on voit que les choses, lentement, mais évoluent néanmoins. Il y a aussi les composés anti-ondes, les textiles anti-ondes. Alors vous avez, ça peut être du caleçon, ça peut être des vêtements, enfin des formes d'écharpe qu'une femme enceinte va mettre sur son ventre, par exemple, ou un magnifique bonnet pour bébé. Je ne sais pas si les oreilles ont poussé à cause de ces textiles anti-ondes. Ces textiles anti-ondes sont censés éviter l'exposition de la partie recouverte par ce textile, par les ondes émises notamment par les téléphones portables. L'efficacité a été testée de ces fils d'argent parce que c'est souvent tissé avec des fils d'argent à l'intérieur qui ont ces propriétés de limiter la propagation des ondes. L'efficacité a été testée notamment par l'association Que Choisir il y a quelques mois ou quelques années, c'était assez récent, et constaté une efficacité très discutable de ce genre de choses. Et puis bien sûr, on peut là encore se poser la question de qu'est-ce qui va advenir de ces textiles en fin de vie avec leur composé, ce fil d'argent, comment va-t-il se disperser dans l'environnement, comment va-t-il être traité. On est dans toujours ces questions, qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'usage de ces produits. On a aussi des textiles traités anti-UV. Alors traités, pas forcément, on va le voir.
Alors, il y a déjà des fibres naturelles. On peut utiliser des textiles, des t-shirts au coton, par exemple, contre les UV, mais il est vrai que les textiles avec des fibres naturelles sont relativement peu efficaces. Des textiles dérivés de la pétrochimie sont effectivement plus efficaces. Ça dépendra en fait du tissage et de la couleur aussi de ce textile. Ce qui est important de considérer aussi, c'est que l'usure du textile, l'humidité, évidemment quand on se promène dans l'eau, ça va être un petit peu différent, et l'étirement de ces textiles va donner des propriétés de protection vis-à-vis des UV qui peuvent changer tout à fait significativement. Alors, comment on arrive à avoir des textiles traités anti-UV? Est-ce que c'est des traitements chimiques ou est-ce que c'est juste des types de culture, de tissage? Des fabricants m'avaient annoncé que lui n'utilisait pas de composés chimiques, à la différence de ce que faisaient ses collègues. Et il y a sans doute une question de tissage pour certains de ces composés, mais beaucoup d'entre eux sont traités par des substances chimiques, notamment le dioxyde de titane, qu'on trouve d'ailleurs aussi dans les crèmes solaires, et qui pose beaucoup de questions, notamment quand il est sous forme nanométrique. Et la question est toujours la même: qu'est-ce que devient ce dioxyde de titane après lavage? Est-ce que le produit ne va pas perdre ses propriétés d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que vont devenir ces composés rejetés dans l'environnement, et qu'est-ce que deviendront au final ces composés arrivés dans le textile en fin de vie? Et puis, un véritable bain de chimie dans lequel sont baignés ces textiles, quand on regarde effectivement ce qu'on évoquait tout à l'heure, entre le lieu de récolte du coton, la teinture, le tissage, la confection qui peut revenir aussi au Bangladesh par exemple, la vente dans les différents pays de la planète, on a des textiles qui parcourent énormément de distances. Et pour garantir que ces distances soient faites, que la durée du transport de ces textiles ne les abîme pas, notamment qu'il n'y ait pas d'attaque d'insectes en tout genre là-dedans, eh bien, on va faire des fumigations. On va traiter les containers qui portent ces textiles depuis les zones de production jusqu'aux zones de consommation. Donc, dans ces containers, on utilise des techniques de fumigation à partir de phosphure, d'hydrogène et de bromure de méthyle, qui sont des composés particulièrement dangereux en inhalation. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont été interdits dans le monde agricole. C'était des pesticides, hein. Ce sont des pesticides, d'ailleurs. On obtient souvent des très fortes concentrations dans les containers de benzène, de formaldéhyde, des composés cancérigènes. Et ces containers, d'ailleurs, peuvent constituer un véritable risque, puisqu'il y a eu des accidents qui ont été observés dans les pays, notamment aux Pays-Bas, où des contrôleurs, des douaniers ont voulu contrôler le contenu de certains de ces containers, et en ouvrant les containers, sont tombés malades, en fait, d'avoir inhalé à quelques reprises les composés, ces fumigations qui étaient présentes dans ces containers. Ces fumigations sont parfaitement autorisées, mais après fumigation, on devrait faire une ventilation des containers avant de les refermer. C'est ce qui est imposé par la réglementation, mais qui est malheureusement rarement respecté. Donc, ces containers sont donc fumigués, et on va trouver du coup dans les techniques de conservation pour assurer un transport, encore une fois, sans dégradation de ces textiles, on va trouver ces produits imprégnant éventuellement les textiles qu'on utilise ensuite. Et puis, on se pose des questions sur les fibres naturelles. On parle beaucoup du bambou. Le bambou est une fibre naturelle qui est plutôt très intéressante. Ça consomme très peu d'eau, ça pousse sans pesticides, ça a beaucoup d'intérêt. On trouve beaucoup, par exemple, de textiles, comme on trouve d'ailleurs aussi de la vaisselle avec des bambous. Le problème, c'est que le bambou donne une fibre très rêche. On ne peut pas utiliser la fibre de bambou telle qu'elle. Il faut broyer en poudre cette fibre de bambou, puis la reconstituer avec différents types de solvants. Donc, si on est à la base sur une fibre naturelle, elle est largement additionnée de composés chimiques pour être reconstituée. On parlera d'une viscose, si ça vous parle. Et ces viscoses, qui sont d'origine naturelle, effectivement, mais qui sont lourdement traitées chimiquement ensuite, peuvent participer, selon les types de culture, à une forte déforestation, une très grosse consommation d'eau, et par l'usage des solvants que je décrivais pour reconstituer la fibre, des sources de pollution très importantes. On peut presque recommander pour les personnes qui travaillent dans l'habillement, notamment les vendeurs, les vendeuses, lors du déballage et de la mise en rayon de ces textiles, d'être particulièrement attentives, notamment pour des femmes enceintes, à ne pas trop inhaler le contenu des cartons et de favoriser une bonne aération des locaux lorsqu'il y a déballage de ces textiles. Ben oui, imaginez des textiles qui sont dans ces cartons depuis leur port de départ, qui ont été fumigés, qui ont été très largement imprégnés donc, de composés chimiques. Ce sont des niveaux d'exposition qui ne sont pas forcément négligeables quand ce sont des populations qui sont professionnellement exposées au quotidien à ce genre de choses. Et puis, pour terminer, songez aussi que le lavage de ces textiles
par les différents établissements qui les utilisent. Hein. On utilise tous des textiles, dans un plan professionnel comme personnel. On va rejeter ces eaux usées dans les égouts. Dans les égouts, on a en fait des techniques assez simples quand on arrive avec les eaux usées dans les stations d'épuration, la partie terminale des égouts. On va ramasser déjà les gros morceaux dans une station d'épuration, on fait un dégrillage pour enlever tous les textiles d'ailleurs qu'on peut trouver qui ont été mis dans les égouts, les cotons-tiges, tous les produits que les gens mettent dans les égouts et qui ne devraient d'ailleurs pas finir dans les égouts, dans les poubelles plutôt. Ensuite, on procède à ce qu'on appelle un dessablage, on laisse les particules les plus grossières se déposer au fond des bassins, et puis en surface, on récupère les corps gras sous forme d'huile, donc, qui vont partir ensuite en incinération. Et puis ensuite, on a 2-3 bassins de traitement, le décanteur, mais surtout le traitement biologique. On apporte de l'oxygène aux eaux usées, on brasse les eaux usées en contact avec des bactéries qui sont chargées de dégrader, de manger, de détruire ces matières organiques que nous avons produites. Et puis ensuite, l'eau ainsi traitée sera déversée dans le milieu naturel. Et on aura aussi, bien sûr, une production de boue. On parle beaucoup des boues de stations d'épuration qui vont finir soit en épandage agricole, en valorisation agricole, soit en incinération, soit en enfouissement. Quand on prend les textiles, notamment d'origine pétrolière, tous les microplastiques générés par le lavage des textiles dérivés du pétrole, eh bien, dans une station d'épuration, elles ne sont absolument pas dimensionnées pour traiter ces pollutions plastiques. Les bactéries ne savent pas dégrader le plastique. Donc, soit ces microparticules de plastique vont terminer dans les ressources en eau, soit dans les boues de stations d'épuration qu'on va appliquer sur les sols. Et on se rend compte qu'on est en train, avec l'usage de ces plastiques d'origine synthétique, d'utiliser des quantités très importantes de pétrole, mais en plus de polluer, de participer à une pollution très diffuse par des microplastiques dans l'environnement. On estime que chaque année sur la planète, c'est 500 000 tonnes de ces microplastiques qui finissent dans les océans, du simple fait de l'usage, du nettoyage de ces plastiques, de ces textiles, pardon. Soit l'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique. Oui, on a aussi le problème de l'entretien de ces textiles. Alors, le tableau n'est pas très très rose, je vous l'accorde. Quelles sont les solutions? D'abord, lors de l'achat, privilégier l'occasion, limiter les fibres synthétiques et les viscoses, même si, encore une fois, d'origine naturelle, elles sont intéressantes, mais traitées avec ces composés chimiques, elles ne le deviennent d'un seul coup beaucoup moins. Privilégier le coton bio de préférence pour limiter l'usage des pesticides dans les pays de production, le lin, le chanvre, qui sont des cultures qui nécessitent à la fois peu d'eau, mais aussi pas ou peu de pesticides. Se renseigner sur les conditions sociales, dans quelles conditions ces produits ont été fabriqués. Généralement, les distributeurs, autant que les fabricants, sont assez silencieux sur le sujet. On comprend pourquoi. Il faut les questionner, il faut mettre pression à travers notamment le travail des associations. Choisir des labels qui peuvent vous garantir un moindre usage de toute une série de composés chimiques. Je vous renvoie ici à un document très intéressant qui a été justement fait par WCF sur les vêtements pour enfants, qui classe les différents labels que je vous ai présentés à l'instant sur leur limitation ou leur interdiction de toute une série de composés chimiques qu'on peut trouver dans les textiles. Vous trouvez ça sur le site du WCF, projetnesting.fr. Et puis, on peut aussi, lors de l'usage, faire attention à déjà limiter la fréquence de lavage. C'est vrai qu'on peut porter 2 jours, voire 3 jours certains types de textiles, pas des textiles de corps, mais pourquoi pas des chemises en fonction, bien sûr, de comment on a transpiré, par exemple. Choisissez une lessive aussi qui soit la plus écologique possible. Le label, l'écolabel de l'Ange Bleu, par exemple, ou l'écolabel européen peut être extrêmement intéressant à privilégier. On peut s'orienter sur des lessives plus naturelles. Réduire la température de lavage, parce que cette température de lavage est aussi un gros pourvoyeur de consommation d'énergie dans l'habitat, par exemple. Réduire l'usage du sèche-linge, qui participe lui aussi à une consommation d'électricité souvent importante. Réduire le repassage pour les mêmes raisons. Et puis éviter le nettoyage à sec, qui, bien que s'orientant vers des techniques beaucoup plus propres, continue néanmoins d'être une technique de nettoyage particulièrement gourmande en énergie. Et puis, vis-à-vis des déchets, on peut qu'inciter à privilégier des achats donc déjà plus durables, réparer dès que c'est possible les textiles. Pourquoi pas les donner quand ils arrivent en fin de vie s'ils sont encore en bon état, sinon les trier pour les recycler. Les filières de recyclage aujourd'hui sont assez clairement opérationnelles et avec ces textiles usagés, on peut faire plein de choses qui vont jusque notamment à la fabrication, par exemple, d'isolants thermiques. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis on va laisser la place à 5 minutes de questions. Je m'excuse, j'étais un petit peu long.
Merci beaucoup Philippe pour ce panorama vraiment très complet et très clair. Tu as été un peu long, non? Juste un tout petit peu 5 déplacé. minutes. En même temps, les questions pour l'instant, on n'en a qu'une, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat questions-réponses. Une des questions qui était posée par une participante, c'est lorsque vous abordiez la question des nanoparticules, est-ce que véritablement il y a eu des études de fait sur la présence de ces nanoparticules avec les propriétés que vous indiquiez, ou est-ce que c'est que de la pub? Parce qu'on a vérifié qu'ils étaient vraiment là. Qui contrôle quand un industriel dit on a mis des nanoparticules dedans, il faudrait que les services des fraudes contrôlent ce genre de choses. Je n'ai jamais vu d'études faites par les services des fraudes sur le sujet. Ils pourraient le demander, ils pourraient le faire, mais concrètement, est-ce que les services des fraudes se lanceraient dans ce genre d'études? Je ne suis pas sûr, en regard du fait qu'ils sont déjà trop peu nombreux, en regard de l'étendue extraordinairement vaste des produits à contrôler. Donc oui, réglementairement, ils pourraient contrôler, mais je n'ai jamais vu qu'ils le faisaient. Ouais. Une autre question qui vient d'arriver, est-ce que vous pouvez préciser la différence entre pesticides et insecticides? Alors, pesticides et insecticides, c'est la famille des biocides. Les biocides qui sont aussi des composés qu'on va utiliser pour tuer les petites bêtes chez soi, par exemple. Alors, dans la catégorie des biocides, on a la fameuse catégorie des pesticides, et dans ces pesticides, on trouve toute une série, les herbicides contre les herbes, les rodenticides contre les rongeurs et les insecticides contre les insectes. Donc, les insecticides font partie de la famille des pesticides. D'accord, merci. Est-ce que c'est possible de remettre le tableau sur la page sur non, le tableau sur les labels Oui, bien sûr. WCF, le temps que je pose les autres questions? Et donc, parmi les autres questions, est-ce qu'il y a des différences, existe-t-il des sociétés, et si oui, lesquelles, qui vendent des textiles écologiques? Alors, c'est peut-être pas facile de faire de la publicité, mais peut-être qu'il y a des marques voilà, qui sont plus vertueuses que d'autres en la matière. Voilà, alors il faut regarder, si je commence à citer des marques, je ne les citerai pas toutes, donc je vais fâcher peut-être du monde, mais oui, il y a des fabricants qui s'engagent à la fois sur des critères sociaux, qui peuvent, par exemple, on sait qu'il y a une relocalisation qui reste très modeste aujourd'hui, mais une relocalisation pardon, de la fabrication de certains textiles en France, parce qu'on avait un très bon savoir-faire qui s'est malheureusement un peu perdu. On a une relocalisation, encore une fois, de ces textiles pour certains d'entre eux. On peut avoir aussi des engagements pris par des industriels sur la lutte contre l'exposition à certains types de toxiques dans les usages, dans la fabrication de ces textiles. Donc, il faut, en tant que consommateur, exiger de la part des distributeurs aussi d'ailleurs, des distributeurs comme des fabricants, une meilleure qualité des produits et un respect à la fois des conditions sociales et des conditions environnementales de fabrication. Les marques existent, il y a des marques françaises, regardez, il faut s'assurer que le produit a été non seulement assemblé en France, parce qu'on a des produits qui sont made in France, mais made in France, ça peut être simplement teint en France. Si la teinture est faite en France, on peut avoir un produit qui va être marqué made in France. L'origine peut être tout à fait étrangère et pourquoi pas venir du Bangladesh ou de l'Inde à nouveau. Donc, il faut regarder l'ensemble de la filière et questionner, mais je pense que notre rôle de consommateur, il faut surtout ici le mobiliser, questionner les fabricants. Il y a des tas d'associations qui se lancent dans ce genre de choses aussi. Donc, relayer les questions qui sont faites par d'excellentes associations, comme Oxfam, si vous connaissez par exemple, c'est une association qui essaye effectivement de faire connaître un petit peu mieux aux consommateurs tout ce qui est en amont de la chaîne, justement. Mais il existe des fabricants français notamment qui font à la fois du bon travail en termes de qualité, mais aussi en termes de respect des droits sociaux. Oxfam, Greenpeace aussi avaient mené des campagnes très importantes sur ces Tout à fait. questions-là. WCF aussi, Ouais. WCF a fait des documents sur le sujet qui effectivement sont très intéressants aussi, oui, tout à fait. Une personne qui dit qu'elle est allergique au nickel, au chrome et au cobalt, elle a déjà eu des soucis d'allergie avec des pantalons, notamment des jeans. Quelles recommandations pour Quel recours auprès des fabricants? quel recours auprès du vendeur ou du fabricant? Est-ce qu'il existe des recours pour ça?
Alors, il y a la réglementation, je ne sais pas où il en est. Il aurait fallu, là, c'est Elisabeth qui aurait été mieux en mesure de le dire que moi, mais je sais que sur le nickel, par exemple, qui est un produit qui est couramment impliqué dans les problèmes d'allergie, il y a une réglementation qui est en cours, qui a déjà été mise en place. Je ne peux pas répondre malheureusement précisément. Je peux pas répondre précisément à cette question, malheureusement. Ok. Euh, eh bien, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Il y avait une demande, c'était pour retrouver votre diaporama. Vous pourrez redonner les codes d'accès, hein, puisqu'ils seront Oui, accessibles alors, sur le site de M. Perrin. je remets la diapo finale sur laquelle on retrouve l'ensemble de ces données. Voilà. Voilà, donc il sera accessible normalement d'ici demain. Voilà, c'est le code 8731. Voilà, et c'est sur le site ecoinfirmier.com dans la rubrique diaporama. Vous retrouvez l'ensemble de ces données. Et puis, regardez, il y a différents guides, notamment les guides qui ont été faits par l'association WCF, justement. Vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site dans la rubrique publication. Vous pouvez retrouver ces éléments. Il y a des éléments plus complets aussi. Il y a un mini-guide qui est très bien fait, dont j'ai tiré le tableau sur les comparatifs des différents labels, et vous trouvez des éléments beaucoup plus complets encore sur les textiles. Toujours une question sur les traitements des textiles. S'agissant des traitements anti-feu, il y a une internaute qui se posait la question, qui pensait que c'était interdit dans les textiles, notamment depuis le scandale qui a été dénoncé, entre autres par un film qui s'appelle Demain tous crétins sur l'usage des traitements anti-feu. Pareil, c'est un peu une question réglementaire. Est-ce que vous savez où ça en est de l'usage de ces produits dans les textiles? Oui, ces textiles anti-feu sont souvent traités avec des retardateurs donc, de flamme. Et il y a, alors, les plus dangereux d'entre eux, les retardateurs de flamme bromés, qui étaient des perturbateurs endocriniens, ont été pour la plupart interdits. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que ces retardateurs de flamme, d'abord, ils ne sont pas interdits. Enfin, pas tous. Hein. Certaines catégories d'entre eux sont interdits. Malheureusement, d'ailleurs, il reste même obligatoire. On doit, quand on achète aujourd'hui des textiles pour un établissement public qui accueille du public, on doit avoir des composés textiles qui sont imprégnés de retardateurs de flamme. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que les pouvoirs publics s'étaient posé la question il y a quelques années de savoir s'il fallait généraliser l'obligation de présence de ces composés anti-feu dans les textiles à l'ensemble des textiles qu'on avait chez soi, par exemple. Et les pouvoirs publics avaient conclu, c'était l'ANSES qui disait que d'abord, ces composés anti-feu étaient probablement sans intérêt pour éviter la propagation du feu, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a rendu obligatoire des composés qui n'ont probablement pas d'intérêt pour lesquels ils sont pourtant vendus. Et d'autre part, les pouvoirs publics considéraient que c'était en plus des produits qui étaient particulièrement préoccupants et pour l'environnement, parce que très stable dans l'environnement et problématique pour la santé. Donc en gros, un tableau sinistre, des produits probablement pas efficaces, dangereux pour la santé, dangereux pour l'environnement. Les pouvoirs publics ont demandé à ce que ces produits ne se généralisent pas à l'ensemble des textiles qu'on pouvait utiliser. Effectivement, ça ne s'est donc pas généralisé. Par contre, ces textiles anti-feu restent néanmoins encore obligatoires dans les collectivités, ce qui est une aberration. C'est-à-dire que simplement, on regarde l'état de la science et on doit modifier la réglementation en conséquence. Malheureusement, on ne l'a toujours pas fait. Oui, tout à fait. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vous laisse encore quelques secondes, mais on aura presque parfaitement tenu le timing. Ouais. Eh bien, écoutez, je pense que votre intervention a été extrêmement, extrêmement claire. Merci beaucoup, Philippe, pour avoir relevé ce défi en si peu de temps. Donc, on verra si nous, on met un replay ou pas sur notre site internet. Mais donc, sinon, vous pourrez retrouver le support d'intervention de Philippe sur son site. Samedi, c'est la journée mondiale de l'environnement. C'est aussi un peu pour ça qu'on proposait ce textile. Alors, la journée mondiale de l'environnement porte sur la thématique de cette année, c'est sur la restauration des écosystèmes. Donc, on n'est pas pile poil dans la thématique, mais comme Philippe l'évoquait dans le cycle de vie d'un vêtement, finalement, en pensant nos achats et nos usages, eh bien, on participe aussi à éviter la dégradation de nos écosystèmes qui sont évidemment fondamentales pour la vie sur Terre, tout simplement.
Vous allez recevoir, eh bien, je vais voir si je peux vous le mettre dans le chat tout de suite, un lien pour évaluer. Hop, ouais, je crois que ça marche. Voilà, je vous ai envoyé un Google Form qui vous permet d'évaluer ce webinaire. Pour nous, c'est important. Ça permet aussi de faire un retour auprès de vos mutuelles. Voilà, et puis vous aurez une relance de la part de la plateforme Zoom là, que nous avons utilisée. Donc, si vous pouvez ne pas mettre à la poubelle ce lien-là, ça serait super. Philippe, encore grand merci pour votre intervention. Merci à vous. Merci de votre participation. Et puis, à bientôt eh bien, pour de nouvelles propositions en prévention et santé environnementale. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.